Si tu as une fois voulu protéger ton idée pour éviter qu'on te la vole, sache que c'est pas possible. Une idée toute seule, ça ne se protège pas. C'est justement ça le piège. Dans le monde du numérique, une idée peut vite être copiée et un oubli juridique peut te coûter très cher. Après notre épisode sur l'API, vous avez été nombreux à nous écrire. Devs, designers, créateurs de contenu, tous confrontés au même doute. Alors aujourd'hui, on reçoit une nouvelle fois Dora Diop, experte en stratégie d'innovation et en propriété intellectuelle, pour répondre à vos questions les plus pertinentes, que ce soit sur la protection des idées, les contrats ou même les droits des stagiaires. C'est votre épisode, vos questions et nos réponses. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Steak. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qu'on ne va peut-être pas présenter, c'est une habituée. Moi, je l'appelle la colocataire de Steak. Elle est venue ici, je pense, 2 ou 3 fois. C'est Dora Diop, bienvenue. Et encore merci d'être venue, d'avoir accepté notre invitation pour une nouvelle fois. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Super, le plaisir est partagé. Alors, un truc que selon moi, on ne demande pas souvent à nos invités, c'est comment tu vas, Dora, depuis la dernière fois? Ça va très bien. Heureuse d'être de retour au Sénégal, puisque là, je suis là pour un petit moment. Ah, Donc, ravie d'être là. super. Et oui, ça va Et très bien. Aïna, alors, ton bébé. J'ai fait exprès de ne pas commencer Oui. par Aïna. Alors, Aïna va bien aussi. On est vraiment sur une phase où on consolide en fait toutes nos activités, et notamment les services premium, sur la tech, la conformité. Donc voilà. Donc Aïna va très bien et poursuit sa lancée. Super, bah, on lui souhaite plein de succès. Merci. Et sur le plan personnel, on a vu que récemment, tu as eu une promotion, donc dans la boîte dans laquelle tu travailles. Déjà, félicitations. Merci. Et là, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui a changé entre-temps, donc entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais actuellement dans le domaine de l'industriel. Alors, ce qui a changé, c'est... il y a pas mal de choses, mais disons le périmètre. Là, maintenant, mon périmètre, c'est celui de la France et c'est plus celui seulement de l'entité à laquelle j'appartenais. Donc, le périmètre est beaucoup plus Beaucoup plus large large. et donc ça forcément implique d'autres responsabilités. Super. Et tu es prête à le relever le challenge? Je sais pas, mais c'est déjà fait. Du coup, je pense que des fois, il faut pas réfléchir. Ah, il faut juste foncer. C'est ça. Super, bah, on te souhaite plein de succès dans cette aventure-là C'est aussi. gentil, merci. Alors là, avant de commencer, j'aimerais recueillir ton avis sur l'IA. Je sais que tu es une grande fan d'IA. Oui. Hier, on a tourné un épisode avec Doudouba, donc c'est un Sénégalais fondateur de One9. C'est une startup Ok. qui fournit des données aux grandes boîtes IA, donc OpenAI, Google. Mhm. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte les données, il les labellise et il les revend. Ok. En discutant, ce qu'il disait, c'est actuellement dans le domaine technologique, plus dans l'IA, les États-Unis se positionnent comme les créateurs, Mhm. les innovateurs. Mhm. L'Europe, c'est les régulateurs. Et du coup, moi, j'aimerais savoir ton avis sur la position de l'Afrique. Donc, comment elle se situe, ou bien où elle se situe dans ce domaine-là. Pour moi, l'Afrique se situe à l'intersection. Hmm. Au niveau de la régulation, on a déjà des choses avec le guide technologique, etc. Mhm. On a encore quelques pas à faire, mais étant donné que le pas n'a pas forcément été fait par tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Occident, bon, il y a l'IA Act, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Il y a l'IA Act, quoi. Mais je crois qu'aucune régulation ne va aussi loin que celle-ci. Donc, on a des choses à faire, il y a des belles initiatives, mais on n'y est pas encore. Donc, on a un pas de ce côté-là. Du côté des États-Unis et donc de l'innovation, de la création également, on a de belles innovations ici, de bons innovateurs aussi. Et quand tu es à l'étranger, tu vois la capacité, le génie africain en fait. Quand tu te retrouves, que ce soit en fac, que tu es assis sur les bancs ou que tu es dans la place du formateur, tu te rends compte directement du niveau africain. Et ça, on n'a absolument pas à rougir. Ah, super. Alors. Donc, je pense qu'on se situe à la fois à l'intersection et sur ces deux pans également. Donc, on a quand même un une périmètre position assez assez large. large. Super. Bah, qu'est-ce que nous manque alors selon toi pour arriver au stade d'innovateur pur? Pour moi, je dirais les moyens, la structuration et la gouvernance conformité. Pour moi, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Puisque de toute façon, même si tu te retrouves, tu es dans une phase où tu vas innover, tu vas créer, tu vas vouloir mettre quelque chose sur le marché, il va falloir que tu remplisses, que tu cross-check un certain nombre de cases. Que ce soit au niveau de la conformité. Là, tout à l'heure, tu as parlé des datas. Mais si tu récoltes des datas, il va falloir que tu sois en conformité avec la CDP, donc qui va gérer les données personnelles. Il va falloir que tu sois en conformité peut-être avec la régulation l'IA Act. Parce que les données, tu vas peut-être les récolter à l'étranger. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils récoltent ces données. Est-ce que c'est seulement au Sénégal? Enfin, tu vois, tu as tout un tas de choses
t'as pas le choix, Ouais. c'est comme ça. Sinon, tu vas te planter avant d'arriver en levée de fonds ou quand tu vas vouloir vendre. Ok, je comprends. Super intéressant, je partage le même avis. Et sans transition, hein, on va aller dans le vif du sujet parce ce qui nous amène là aujourd'hui, c'est répondre aux questions que vous nous avez posées. Depuis l'épisode qu'on a fait avec Dora sur la propriété intellectuelle, la tech, l'IA, on a reçu plein de questions sur ce domaine-là. Du coup, on est là aujourd'hui pour répondre à ces questions. Alors, on les a classées en catégories, je dirais. Les premières, elles sont beaucoup plus générales. Donc, la première question, c'est à qui appartient une création faite à plusieurs? Alors, une création qui est faite à plusieurs, c'est de la copropriété. Copropriété. Et qui dit copropriété dit que pour exploiter, etc., tu vas avoir besoin de l'autorisation des autres, de les consulter. À moins qu'il y ait un contrat. Donc, ça arrive qu'on dise, oui, bon, ok, ça appartient à tout le monde, donc en fait, on va pouvoir exploiter librement, sauf qu'il faut que tu calcules les revenus, la manière dont tu vas exploiter, est-ce que tu vas avoir le droit d'accorder des licences ou pas, si elles vont être exclusives ou non, s'il va y avoir des droits de sous-licence. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir prévoir. Mais de base, s'il n'y a pas de contrat, à chaque fois que je veux faire quelque chose, il faut que je consulte. Et là, oui, tu risques de devoir consulter, notamment si tu as des informations confidentielles de l'autre partie, que, à mon avis, tu n'as pas le droit d'utiliser sans son autorisation, il va falloir consulter. Ok, super. Alors, merci pour la réponse. Et deuxième question, ça c'était ma question. C'est, en fait, en me documentant, je dirais, je vois souvent certaines boîtes, plus les startups, dans leur marketing, elles utilisent le nom d'autres boîtes pour un peu comparer ou montrer que leur produit est meilleur, entre guillemets. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça sans forcément rentrer dans ce qu'on appelle le parasitisme? Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement encadré. Donc, tu peux utiliser la marque d'un autre. Je pense qu'il faut commencer par le départ. Tu as différentes situations. Tu as la première situation où, en fait, tu as eu une collaboration, un contrat avec une tierce personne. Exemple. Toi, tu as ta société, j'ai ma société, et en fait, à l'intérieur du contrat qu'on a signé tous les deux, il y a une clause de publication-communication. Dans cette clause-là, je dis, OK, dans le cas où tu as une communication-publication à faire, tu me soumets ton projet et je le valide. Je dois te répondre dans un temps donné, qui est prévu contractuellement. C'est le premier cas, le plus simple. Le cas dont tu sembles parler, c'est celui où, en gros, tu veux faire la promotion de ton produit et tu veux comparer à la marque, à une autre marque concurrente. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Donc forcément, tu n'as pas de contrat. Tu as l'interdiction, comme tu l'as dit, du dénigrement. Et tu ne dois pas créer de confusion dans l'esprit du public qui pourrait... pour faire simple, qui pourrait détourner de la clientèle en fait un petit peu et être assimilé à du dénigrement. Donc, tu peux comparer, mais tu dois rester objectif, factuel, ne pas dénigrer, etc. Donc, c'est possible. Et ça se voit, enfin, tu as dû le voir. Beaucoup de gens qui le font. Donc, c'est légal. Au Sénégal, oui. Moi, je le voyais plus dans les boîtes plus américaines, je dirais. Donc, l'exemple parfait que je regarde très souvent, c'est une boîte qui fait un ERP, donc un système de gestion commerciale. Donc, lui, ce qu'il a fait sur son site, il fait la promotion de sa marque, mais il compare avec d'autres. Ils disent que si vous utilisez mon produit, c'est un peu le condensé de ces produits-là. Donc, c'est pourquoi je me suis posé la question, est-ce qu'il a vraiment le droit de faire ça? Tant qu'il ne dénigre pas. Subtilement. Mais non, je pense qu'il ne dénigre pas. Ouais, non, c'est plus une comparaison. Ouais. Ok, super. Et la prochaine question, c'est quelles sont les possibilités légales quand un client refuse de me payer après la livraison d'un service ou d'un produit? Donc, j'ai fait un site web, par exemple. Je donne au client, il refuse de payer. C'est quoi mes possibilités légales? Alors, premièrement, tu fais au mieux pour que ton contrat... Enfin, je reviens au contrat, tu vois, mais en fait, il faut que tu aies un contrat. Et si tu as ton contrat, c'est un petit peu un début de parapluie, et tu suis le process de ton contrat. Donc, tu devais lui envoyer la facture, il a payé, ou la l'occurrence, il n'a pas payé. Et là, tu lui envoies une première lettre. Moi, ce que je conseille, c'est tu fais la lettre, un petit courrier classique, un petit mail classique, quoi, même pas le courrier. Juste, si vous avez oublié de me payer, je vous rappelle que, tu vois. Et ensuite, si vraiment ça répond pas et tu vois que c'est volontaire et c'est de la mauvaise foi, lettre de mise en demeure, qui est le préalable pour essayer la conciliation, disons. Et si ça répond pas, c'est la justice.
Mais donc, il va falloir que tu amènes, toi, les Des éléments preuves. documentés pour indiquer que tu as effectué la prestation, qu'il était convenu qu'il te paye ci ou ça, etc. Et s'il n'y a pas de contrat, donc c'est pas possible d'avoir recours. S'il n'y a Ah pas eu de si, contrat. si. En fait, ce sera possible parce que tu as exécuté la prestation. Enfin, Ok. je suppose qu'il t'a fait, par exemple, un bon de commande ou qu'il y a eu un devis, bon de commande, facture. Ouais. Enfin, en tout cas, il va falloir que tu traces. Ok. Tant qu'il y a une preuve, il y a moyen de faire. Oui, Ok. tu peux. Ok. Tu peux essayer. Ça peut être un peu plus compliqué parce que peut-être qu'il devait y avoir un contrat, mais aussi pour la propriété intellectuelle, comment est-ce que tu gères cet aspect-là? Ouais. Il y a ça. Parce que tu lui as vendu un service, mais est-ce que dans ce service-là, tu voulais retenir une partie de la propriété intellectuelle? Peut-être, pour pouvoir la réutiliser avec d'autres clients. Si tu l'as pas fait, t'es perdant. Ouais. Parce que, en fait, beaucoup de créateurs ici, de designers, de développeurs, ils font pas de contrat pour la plupart. C'est, tu me contactes sur les réseaux, tu fais des sites web, oui, fais-moi un site web, je te fais le site web après. Ils n'ont pas cette culture de faire des contrats. Et souvent, ils se retrouvent dans ces situations-là. Franchement, l'idéal, vraiment le minimum du minimum, fait un devis et inclut des clauses de propriété intellectuelle, fait signer le devis par ton client ou ton prospect. Et c'est mieux de faire un contrat, tu vois, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais voilà, au moins il y a ça. Ça protège. Voilà. Super, ok. Donc ça, on retient. Et question suivante, c'est comment protéger une idée? Donc, on n'est pas encore à la phase d'implémentation. C'est un truc dans ma tête. J'en parle peut-être à mes amis vite fait, mais comment je fais pour la protéger? Une idée, c'est pas protégeable. Ah, c'est tout quoi, c'est Non, tout quoi. c'est pas protégeable. Mais non, si tu peux pas t'approprier juste une idée, c'est comme si tu dis, je vais m'approprier une pensée. Faut le prendre, j'exagère, tu vois, mais il faut le prendre un petit peu comme ça. Les idées, elles peuvent venir de tout le monde, mais ce qui va nous intéresser, c'est la matérialisation, c'est l'expression. C'est comme pour le droit d'auteur, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est l'expression de l'idée, l'expression de la création, etc. Donc, pas du tout possible de protéger une idée. Les gars, les idées là, il n'y a plus de ok, il a volé mon idée, ça ne se protège pas. Donc, ce qui fait la différence, c'est la matérialisation. C'est ça. Sinon, moi je dis, tu vois, j'ai une idée de voiture volante. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée en vrai. Ouais, c'est une très Vu bonne la idée. circulation à Dakar, c'est une excellente idée. Mais je sais pas, ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas appliqué. C'est ça. J'ai pas la solution technique là, pour l'occurrence, que ce serait du brevet. Super. Et on quitte un peu les questions générales, comme je les appelle. On fait un focus sur le design. Donc les designers, il n'y en a eu qu'une, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas nombreux des designers. Ils demandent, est-ce qu'un design peut être protégé? Donc une affiche, un visuel que j'ai fait pour une marque, est-ce que je peux protéger cette affiche-là? Donc je pense que la question c'est plus, vu les réseaux sociaux, chacun peut faire un screenshot, repartager, etc. Donc comment je peux protéger le design? Alors, il y a deux possibilités de protéger le design. Soit on va être sur du droit d'auteur parce qu'il va y avoir un côté un petit peu artistique, soit on peut être aussi sur du dessin et modèle. Le droit d'auteur, c'est dès la naissance de la création. Donc dès la création en fait. Et par contre, le design, il va falloir, dessin et modèle, pardon, il va falloir déposer auprès de l'OAPI. Donc de l'ASPIT du coup, qui est l'agence relais pour le Sénégal. D'accord. Donc c'est le seul moyen de protéger. Oui. Est-ce qu'ils le font? C'est ça ma question à moi. Franchement, je pense pas. Je pense pas parce que tu vois, même pour des designers, on en parlait du coup hier, pour des designers, des créatrices de mode, etc., ou des créateurs de meubles, ils vont pas forcément protéger l'apparence esthétique parce que c'est ça le dessin et modèle. Tu protèges l'esthétique, le visuel, etc. Et c'est très peu utilisé et je trouve que vraiment c'est sous-utilisé comme protection. Et comment, Amine, c'est quoi le processus pour protéger? Aujourd'hui, je fais un dessin d'une robe, par exemple, qui est un truc que j'ai imaginé. Comment je fais pour le protéger? Donc, tu as parlé de l'ASPIT, c'est ça? Oui. Donc, je vais à l'ASPIT, je dépose le modèle. Tu vas déposer ton modèle, tu vois s'il y a des droits d'auteur. Peut-être que tu peux faire un combiné entre plusieurs droits de propriété intellectuelle. Donc, il peut y avoir... tu peux déposer ta marque. Pour les modèles, tu vas déposer peut-être un droit d'auteur s'il y a un aspect un peu artistique, etc. Mais sinon, dessin et modèle, Et ça va donner plus de valeur même à ta société si tu as une société. Ok, super intéressant. Merci pour la réponse encore une fois. Là, on fait un focus sur les devs, donc c'est eux qui ont été le plus nombreux. Toujours. Donc la première question dev, c'est est-ce que c'est sûr de mettre son code sur GitHub? Donc GitHub, pour rappel, c'est une plateforme d'hébergement de code.
Ouais. Donc, il y a la possibilité de mettre son code source en public ou en privé. Donc, en public, c'est accessible par tout le monde, Ouais. visible, téléchargeable. Mhm. Donc, lui, il demande est-ce que c'est sûr de faire ça? Alors, ça dépend dans quel est l'objectif, en fait. Si tu le mets sur GitHub et qu'après, en fait, tu avais vocation à l'exploiter, c'est un peu mort. Puisque super. là, tu as donné ton code, il est accessible à tous, ce qui veut dire copiable, etc. Donc, à voir quelle est la licence qui est appliquée du coup par le site. Et si toi, après, tu as la possibilité... Parce que du coup, une fois que tu l'as mis, il est modifiable aussi. Oui, il est téléchargeable et modifiable en local. Donc, je peux télécharger le code sur mon PC, le modifier et en faire un autre dépôt. Ouais, mais tu vois, la problématique avec ça, c'est que si... je ne vais pas parler de licence. Si, parlons de licence, parce que même si c'est une licence qui est libre, tu crées ton code. Pour toi, tu veux que ce soit une licence propriétaire. Allez, prenons licence libre. Tu veux que ce soit une licence libre. Et la personne télécharge ton code, le modifie, franchement un chouille par exemple, et le fait devenir propriétaire. Sauf que la personne, quand elle a téléchargé, normalement, selon la licence que tu as prise, la licence va suivre. Donc, ne pourra peut-être pas le rendre propriétaire. À l'inverse, si le code est propriétaire dès l'origine, normalement, tu es susceptible d'avoir des droits dessus. Et donc, quelqu'un ne peut pas forcément le modifier. Et s'il le modifie et l'exploite, tu devrais pouvoir avoir des revenus. Oui, vu que c'est propriétaire. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif, de l'objectif attendu, poursuivi. Mais de façon générale, si c'est libre, par exemple, ou bien si c'est open source, je peux le laisser en public, il n'y a aucun problème. Oui, tu peux le laisser en public. Mais ce n'est pas recommandé de mettre du code propriétaire, par exemple, en public. Non, à moins qu'il y ait la licence associée avec. Une licence Mais franchement, mettre du propriétaire en public sur GitHub, ça doesn't make sense. C'est risqué quand même. Ouais, c'est très risqué. Vous vivez dangereusement les développeurs. Bah, écoute, c'est comme ça qu'on vit, hein, l'idée. Ok. Du coup, la question suivante, c'est en tant que dev, si je développe une app et que je veux en parler au public, comment puis-je protéger le nom, sachant que je suis pas en mesure à cet instant de faire un dépôt de marque au niveau de la structure qui le gère? Tu développes ton app. En fait, tu développes ton app. Et je veux en parler au public. Ben voilà, moi j'aurais dit n'en parle pas en fait. Ah, c'est ça. Ça, je me rappelle. J'aurais dit tu n'en parles pas et t'en parles quand tu es en mesure de protéger. Après, si ton app a le nom de ta société, quand tu crées ta société, tu déposes le nom commercial. Et donc, quelqu'un ne peut pas le réutiliser. Mais ça ne va pas forcément te protéger au titre de la marque. Mais par contre, si quelqu'un veut réutiliser le nom de ta boîte pour, tu vois, vendre, tu peux essayer de jouer là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même mieux de déposer la marque. Quand même. Okay. Donc, tu recommandes de déposer d'abord, ensuite en parler au public. Oui, franchement, oui. Surtout si tu sais que c'est une appli qui va fonctionner. Et qui va être un game changer sur le marché parce qu'il n'y a pas, etc. Protège, investis. Super. Et c'est quoi le coût environ? Ça coûte combien de protéger? Alors, moi, de mémoire, c'était 500 000, mais je crois que c'était logo et marque pour le Sénégal. Il faut que je revérifie les tarifs, mais les derniers que j'avais en tête d'il y a quelques mois, là, c'était ça. C'était ça, ok. Ce qui est déjà un budget. Ouais. Ce qui est déjà un budget. Mais il me semble qu'il y avait le logo inclus. Sachant que le logo, tu n'es pas obligé de le protéger, tu vois. Si tu veux, tu protèges juste la marque. Juste la marque. Et voilà. Et ça sera, je pense que c'est moins cher, c'est peut-être 300 $. Ok, bon, c'est bon à savoir. Et prochaine question, c'est est-ce que j'ai le droit de réutiliser du code que j'ai écrit pour un ancien client dans un nouveau projet? Alors, ça va dépendre du... je ne me moque pas, hein, mais j'adore vos questions. Alors, je dirais ça va dépendre du contrat qu'il y a en fait. Si, dans le cas où on a un contrat, normalement tout ça c'est réglé à l'intérieur. Donc, il est indiqué à qui appartient le code et si c'est le code du client ou si c'est le tien. Parce que peut-être que tu as codé, que derrière il y a la création du logiciel, mais que le code source t'appartient encore. Et que du coup, tu donnes des droits à ton client
pour l'exploitation du logiciel. Parce que le logiciel, c'est pas que le code, en fait. C'est comme moi, c'est plus que ça. Donc, ça dépend de comment sont gérés les droits à l'intérieur du contrat. S'il n'y a pas eu de cession, c'est une prestation de service, il y a de fortes chances que ça appartienne au client. Au client, ok. Donc, tant que c'est pas précisé, ça appartient au client. En règle générale, c'est ce qui fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Intéressant. Bon, puisqu'on parle de contrat, on fait une Mais transition. attention, tu gardes tout ce qui est droit d'auteur. Ah, moi, le développeur. Ah oui. Ok. Alors, la prochaine question, c'est sur les contrats. Cette personne dit, c'est assez long, certaines entreprises exploitent les stagiaires de manière anormale. J'ai moi-même fait un stage dans une entreprise où on avait promis une attestation, certificat de stage, pour prouver notre passage. Malheureusement, l'entreprise refuse aujourd'hui de nous le donner. Ce genre de pratique met les jeunes en difficulté pour valider leur formation ou valoriser leur expérience. Donc, ce serait vraiment utile qu'on aborde ce sujet et que vous donniez des pistes pour protéger les stagiaires. Alors, moi, j'essaye d'être tempérée. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de pratique. Déjà, je me rappelle plus, est-ce que tu m'as dit qu'il y avait eu une convention de stage au départ? Oui. Donc, ils avaient promis de donner une attestation, certificat de stage, pour prouver le passage. Mais à la fin, ils n'ont pas remis l'attestation. Donc, en fait, je pense qu'on va commencer par le départ. Au départ, vous êtes censé avoir une convention de stage. Et dans la convention de stage, les droits de propriété intellectuelle sont réglés à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous créez quelque chose, est-ce qu'il va y avoir une cession ou pas à l'employeur? Donc ça, c'est quelque chose qui doit être déterminé à ce moment-là. Ça peut l'être également après, mais c'est important que vos droits soient protégés et que vous soyez en mesure en fait, de savoir comment ça va se passer. Donc déjà, c'est l'étape 1. Okay. Et la confidentialité aussi. Donc, attention à ce que vous signez quand vous en signez. Pour revenir à la question, c'est pas normal, clairement. Et alors, je dirais, conciliation, on essaie d'être gentil, essayer d'obtenir l'attestation en envoyant un petit mail, en y allant une fois. Mais par contre, le fait de ne faire que se déplacer, c'est pas la bonne solution parce qu'il vous faudra toujours des éléments de preuve pour dire que vous avez tenté de les obtenir à l'amiable, etc. Et qu'il y a eu un refus. Et ensuite, saisine de l'inspection du travail ou de la CDP. Ok. Mais est-ce que c'est facile de faire ça pour les stagiaires? Je pense, pourquoi ils demandent, c'est souvent très compliqué de saisir ces autorités-là. Ils préfèrent en parler sur les réseaux ou à des proches, mais souvent, ils n'ont pas vraiment de solution. Mais, tu vois, agir sur les réseaux, ça a double tranchant. Parce que tu as des gens, donc en fait, une fois que tu l'as dit sur les réseaux, ils vont dire, non, mais même si c'est vrai, ils vont dire que c'est faux. Wow. Et in fine, tu n'auras pas ce que tu veux et il y aura toujours le doute dans la tête des gens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, même si clairement, il y a plein de stagiaires qui sont exactement dans la même situation. Donc, par contre, je ne suis pas sûre que l'inspection du travail se soit déjà mise à niveau pour pouvoir faire des réclamations en ligne et pas avoir à se déplacer ou envoyer un mail auquel personne ne va répondre. Enfin, tu vois, quoi. Donc, mais c'est vraiment les deux moyens. Les deux, ok. Intéressant. Ok, donc question suivante, c'est toujours dans les contrats. Si je développe un produit dans une entreprise, même si ce n'est pas mon idée, est-ce que ça appartient à l'entreprise, sachant qu'elle nous a fait signer une convention? Alors, il y a le mot... Alors, pourquoi est-ce que je bug? Parce qu'en fait, il y a le mot idée, il y a le mot développer. Et convention. Donc, on n'est pas que dans l'idée, c'est quelque chose qui a été matérialisé puisqu'il y a eu un développement derrière. Donc, c'est un développement produit, je pense. Ouais. D'ici, je développe un produit. Donc là, la question, c'est sur la propriété. Oui, à qui est-ce que ça appartient? C'est ça. En règle générale, si tu as une convention, la société va se débrouiller pour que les droits lui remontent. On garde par contre le droit moral s'il est question de développeur. Donc toi, en tant que développeur, tu gardes le droit moral. En revanche, le droit patrimonial, donc d'exploitation, etc., va remonter à l'entreprise. Cependant, dans, le droit commun, il est quand même c'est une bonne pratique de donner une rémunération dans ce cadre-là, une sorte de prime, prime de création, prime d'innovation, etc. Ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place lorsqu'on accompagne sur de la stratégie d'innovation.
quand tu veux avoir une stratégie, une innovation qui soit pérenne et pas une innovation one shot. C'est-à-dire que motiver les gens sur le long terme, en gros, ça fait partie de la stratégie d'innovation. Donc voilà. Donc, tu peux pas juste spolier les gens ou dire, par exemple, mais en fait, je t'ai donné une allocation pour ton stage, donc ça suffit. C'est deux choses différentes. Et malheureusement, je pense que les entreprises ne le font pas ici. La plupart, plutôt. Mais en fait, s'il n'y a pas de contrat, à la fin, tu n'as rien signé. Copropriété. Ouais. Moi, honnêtement, j'argumenterais un maximum pour de la copropriété. Wow. C'est pas un salaire, c'est une simple allocation. Une prime. Donc, c'est pas que les entreprises vont pas me taper dessus, mais à un moment donné, il faut respecter les droits de tout le monde. T'inquiète, ils feront pas ça. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils respectent les droits de tout le monde, parce qu'on reçoit plein de plaintes de ce genre-là, donc de stagiaires, même de travailleurs, ceux qui sont passés en contrat. Ils ont des problèmes soit avec leurs entreprises, soit problème de propriété, soit une surexploitation sur leurs droits. Mais en fait, il faut partir du principe, tu n'as pas cédé tes droits, donc c'est toujours les tiens. Retenez. Merci. Et là, on part sur les stars de ce moment, c'est les créateurs de contenu. Eux aussi, ils ont été au rendez-vous. Je pense qu'il y a 3-4 questions. La première, c'est si quelqu'un copie mon concept de vidéo, est-ce que j'ai un recours légal? Donc ça, je n'ai pas encore vu ça ici, mais en France, je suis beaucoup le YouTube français. Souvent, j'entends des gens dire ça. Donc, je crée un concept de vidéo et je vois une autre personne faire la même chose. Donc, est-ce que si ça arrive, est-ce que j'ai un recours légal? Alors, le concept général, c'est un peu comme l'idée. Tu peux pas le protéger. Non, j'ai un concept de truc, mais j'ai rien matérialisé. C'est pareil. Si tu matérialises? Si tu matérialises, c'est-à-dire scénario, le fait de monter d'une certaine manière, scénariser, etc. Là, oui. Là, oui, tu vas avoir du droit d'auteur. Il va falloir... Tu auras une propriété entre les différents créateurs qui sera ou non réglée par un contrat. L'idéal, c'est quand même que ça le soit, puisque du coup, après, il va falloir que tu gères donc, la titularité de la propriété, les revenus, la répartition des revenus, etc. Donc, tu as un certain nombre de choses que tu dois régler par écrit. Donc, si je matérialise un concept de vidéo, si une autre personne la copie, c'est un peu du plagiat. Tout à fait. Et je peux la poursuivre. Tout à fait. Intéressant. Et la question suivante, c'est si je crée du contenu, ça rejoint peut-être la première question de la copropriété. Si je crée un contenu, disons une vidéo, c'est un truc qu'on voit souvent sur Instagram. Donc, je crée une vidéo et j'invite un collaborateur, ou bien je travaille avec plusieurs créateurs. Donc, si je crée un contenu en collaboration avec un autre créateur, à qui appartient la vidéo finale? Alors, tout dépend. Comment est-ce que comment vous êtes arrivé à la création de ce contenu-là, en fait? Est-ce qu'il y a un apport des deux intervenants pour arriver à la création et donc vous serez co-auteur et c'est une œuvre collective, en fait? Ou est-ce qu'en fait, tu y es arrivé et la personne, c'est vraiment juste, elle s'est posée, c'est un invité, quoi. Comme moi ici. Tu vois, je vais pas venir te dire, mais en fait, non, j'ai également du droit d'auteur. Alors que tu m'as dit juste, Dora répond à mes questions. Moi, j'ai pas travaillé. Super. Donc, c'est dans le cas où toutes les deux personnes ont travaillé, ou bien plusieurs personnes ont travaillé pour produire la même chose. Là, c'est de la copropriété. C'est ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est l'apport intellectuel. Quel est l'apport intellectuel? Globalement, sur la propriété intellectuelle, on va s'intéresser à l'apport intellectuel. Et c'est pour ça qu'on parle de propriété, parce que c'est de l'appropriation de ce qui sort de l'intellect. Donc, à partir de là, effectivement, sur certains droits, il faut qu'il y ait une matérialisation, une empreinte de la personnalité de l'auteur pour le droit d'auteur. Donc, pareil pour le code, parce que ça fonctionne aussi pour le droit d'auteur. Mais donc voilà, donc une matérialisation, une expression. Ok, merci. Et c'est la dernière question. Donc, à quelqu'un qui demande qu'est-ce que je dois absolument vérifier dans un contrat d'influence ou de partenariat? C'est un truc qui boom actuellement, le marketing d'influence. Donc, il y a plein de créateurs, ils ont des collabs avec des marques, etc. Donc, lui, il veut savoir qu'est-ce qu'il doit absolument vérifier dans un contrat de partenariat. First, je vous dirais l'objet, forcément, le périmètre, vos obligations, la propriété intellectuelle. Est-ce que vous aurez après la possibilité de réutiliser ou pas certains éléments? L'exploitation, les droits d'exploitation,
de quelle manière vous allez être rémunéré, pendant combien de temps, pardon. Je crois que enfin, je fais un sommaire, mais donc voilà. Ok, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est les choses vraiment à avoir. Donc, la propriété intellectuelle, nos obligations, Ouais, confidentialité aussi. confidentialité, Selon le cas, ouais. la rémunération pendant combien de temps et la C'est durée ça. du contrat, c'est ça? C'est ça. De rémunération, du coup, associée aux conditions d'exploitation. Parce que, par exemple, mettons, on a parlé des contrats d'influence. Oui. Si, par exemple, sur ton contrat d'influence, l'exploitation, elle est limitée au Sénégal. Et la marque décide, parce que ça a fait le buzz au Sénégal et qu'ils ont envie d'étendre leur business, d'exploiter en Côte d'Ivoire. Le même contrat contenu. d'influence portait sur le Sénégal. Donc, ils n'ont pas le droit d'aller exploiter ailleurs, à moins de signer un avenant au contrat et donc de négocier d'autres revenus avec toi. Ok, intéressant. Donc, mais ils n'ont pas le droit de prendre le même contenu et le... Si ce n'est pas prévu contractuellement, Ok, non. ok. Bon à savoir ça, intéressant. Bah, merci, c'était super, un super échange. Donc, pour conclure, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur, en fait, de tout ce qu'on a parlé. Mhm. Il y a un truc qui est revenu tout à l'heure, c'est le coût. Donc, souvent, les gens, ils disent que, OK, c'est un peu cher de protéger sa marque, protéger son concept, etc. Du coup, quelles sont les pistes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? D'abord, moi je dirais essayer de se formaliser au maximum. Je sais que c'est compliqué. Quand on est en phase de porteur de projet, il faut aller rechercher des fonds, etc. Mais vraiment, il y a plein de choses à faire. Donc, je dirais pas dès que vous êtes prêt, mais prenez conseil. Prenez conseil. Et quand c'est le moment, j'essaye de ne pas être trop imprécise, c'est ça qui me fait hésiter, parce que les gens vont me dire, ouais, mais quand c'est le moment, mais comment tu sais quand c'est le moment en fait? Mais tu crois en ton projet, tu crois en ton projet. Tu sais que ça va fonctionner, tu as le sentiment que ça va fonctionner, et tu te dis, de toute façon, même si ça ne fonctionne pas, il se passe quoi? Tu demandes ta radiation, et c'est fini. Au pire, au début, tu es peut-être juste en entreprise individuelle. Donc, c'est quoi? Tu vas payer 5% sur les revenus que tu vas percevoir. Les cas de la SASU, donc la société par action simplifiée unipersonnelle, parce que tu es tout seul, c'est également une possibilité. Enfin, il y a de quoi faire. Donc, essayer de se formaliser en société, ce qui va te permettre de faire pas mal de contrats. Et dans les contrats que tu peux faire, tu vas avoir des contrats de partenariat où en fait, tu vas pas sortir nécessairement de fonds. Donc, tu mets en place un contrat de partenariat. Mettons, je veux faire... quel exemple je pourrais te donner? Prenons Aina. Je rencontre un développeur et le développeur me propose et tout, je ne peux pas payer les services d'Aina. Par contre, j'aimerais bien pouvoir bénéficier de vos services. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, mais si les services du développeur peuvent être intéressants, pourquoi pas, tu vois, s'il a des services numériques, ça se discute. Aina ou quelqu'un d'autre, il y a plein de sociétés qui fonctionnent comme ça. Et là, tu n'as pas sorti de fonds, donc ça aurait été dommage de ne pas avoir été formalisé et en fait de se couper d'un potentiel partenariat où tu peux bénéficier de services sans avoir à les payer en cash, quoi. Donc voilà. Et en fait, quand tu crées ta société, donc j'en reviens un petit peu à ta question, du coup, tu as le nom commercial. Et le nom commercial, ça peut être ta marque que tu n'as pas encore déposée, mais du coup, c'est en quelque sorte protégé puisque personne ne peut s'immatriculer avec ce nom-là, parce que c'est ton nom commercial. Donc après, tu peux essayer en cours d'exploitation de jouer là-dessus parce que tu as une espèce... j'emploie le terme antériorité avec beaucoup de parcimonie, mais tu as commencé à exploiter, quand bien même ça n'était pas protégé, et donc tu commences à être connu du public comme, j'ai Bamtou qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, comme Bamtou, et si une personne vient déposer derrière, tu as une petite action que tu peux, tu vois, tu as un jeu que tu peux faire là-dessus, quoi. Donc, il y a des choses à faire. Ne pas hésiter à se formaliser. En plus, franchement, le Sénégal est sur une dynamique de formalisation, de faire les choses, tu vois, correctement. Puis même pour les contrats internationaux, si tu n'es pas formalisé, c'est compliqué. Je ne dis pas de le faire trop tôt,
parce que pour certaines demandes d'investissement ou quand tu vas à la DPME ou sur d'autres organismes, si tu es déjà créé, ça peut poser un problème. Donc voilà, bien se renseigner et essayer de voir quand est-ce qu'est le bon moment. J'ai parlé longtemps, mais... Ok. Ah non, c'était super intéressant. Bah écoute, merci pour tous ces éclaircissements. Là, comme tu as parlé d'Aina, on va conclure avec Aina. Donc, est-ce que tu as un message à lancer aujourd'hui, mais autour d'Aina? Un message autour de... C'est bizarre parce qu'à chaque fois que tu me poses la question, je suis prise au dépourvu et du coup, je ne sais pas Ah ouais. quoi dire. Prends le temps de réfléchir, en fait. Ok. Je dirais et je confirmerais la vision d'Aina qui voit grand et qui voit grand pour le Sénégal et les Sénégalais et dont la volonté, le désir et l'ambition, c'est vraiment de faire briller le génie africain. De faire briller du coup nos innovations, de les faire dépasser les frontières, que ce soit les frontières africaines ou les frontières mondiales. Wow. Mais pour ça, encore une fois, on en revient à la question du début, il nous faut de la structuration. Il faut avoir conscience de sa propriété intellectuelle, il faut être en capacité de l'identifier, savoir conserver le secret et donc avoir les outils nécessaires pour protéger la confidentialité lorsque c'est nécessaire. Quand tu arrives sur des pitchs, etc., et que tu dévoiles, tu donnes des documents, tu donnes peut-être que tu fournis ton modèle d'information sur ton modèle d'IA, peut-être que tu fournis un petit bout de code alors que tu n'aurais pas dû. Les personnes du jury n'ont pas signé, par exemple, d'accord de confidentialité. Enfin, c'est plein de choses où si tu n'as pas discuté, échangé avec une personne compétente et du domaine, tu peux te perdre, tu vas perdre ton projet et ce serait vraiment, 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 vraiment dommage. Donc, chez Aina, c'est vrai qu'on est là pour accompagner et encore une fois, faire briller... Le génie africain. C'est ça. Super. Et vous travaillez avec tout le monde. Vous ne travaillez pas que avec les entreprises, même les entrepreneurs, ceux qui sont à la phase d'idéation, ils peuvent venir. Oui, tu fais bien de poser la question. Ah. Tu fais bien de poser la question. Parce que j'ai eu la remarque il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Ouais. Et oui, on travaille même avec des porteurs de projets. Donc, porteurs de projets, start-up, PME, des grandes sociétés, donc groupes forcément. Donc, voilà. Tout le monde. Super. Après, c'est vrai on adapte nos prestations aux clients. Voilà. Donc, on fait beaucoup de sur-mesure pour s'adapter aux besoins. Et la volonté, vraiment, c'est pas de vendre... tu vois, c'est pas du tout mon mindset. Vendre du service, absolument vouloir placer un truc, non. On regarde ce dont vous avez besoin et on propose en fonction de ça et on adapte. Peut-être que c'est pas utile, peut-être que quand on va cadrer le projet, on va se rendre compte qu'en fait, non, ça, c'est pas utile ou pas tout de suite, tu vois. Et moi aussi, j'aime fonctionner par phase. C'est-à-dire, on commence la phase 1, on voit si ça fonctionne. Donc, forcément, le règlement qui va avec. Mais si ça ne fonctionne pas, ou si finalement les porteurs de projet ou l'entreprise abandonne le projet, tu n'es pas lié, tu n'es pas obligé de payer la phase 2. Enfin, make sense. Make sense, c'est vrai. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc, bon, voilà. Moi, j'aime fonctionner par phase. Super. Super intéressant. Encore une fois, on vous souhaite plein de succès dans Aina. Merci. Et on espère devenir bientôt le futur client d'Aina. Et bien sûr. Tu me diras comment vous pouvez accompagner Steck dans la stratégie d'innovation, de valorisation. Mais hâte, surtout qu'il y a beaucoup à faire pour Steck. Franchement, je pense vraiment que vous allez exceller dans le domaine parce que vous êtes les seuls que je vois sur ce domaine-là. Super, et merci. Vraiment, le fait que vous puissiez intervenir et interviewer sur toute votre chaîne de valeur et sur tout le monde finalement de la tech, sans considération de si la personne elle est tech, elle est business ou alors elle est plutôt juridique, stratégie, un peu comme moi. Vous êtes les seuls, donc je ne vois pas. Merci. Les seuls, les premiers et les meilleurs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, vous l'avez entendu, on est les seuls, les premiers et les meilleurs. Donc, on continuera à rester le meilleur ou les meilleurs. Donc, on se quitte sur ces phrases de Dora et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Ciao. Microchips and endless streams.